Voilà, aujourd'hui on va attaquer le 134, des notions sur le rendement. Pour le vocabulaire, on a la lettre grecque eta. Alors eta pour voilà, voilà, pour et l'abréviation historiquement c'est pour l'efficacité. Voilà, c'est pour ça qu'on a choisi cette lettre-là. D'accord. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que le rendement, c'est une fonction de transfert. C'est la sortie divisée par l'entrée. Mais attention, la sortie et l'entrée d'un système auront le même unité ici. D'accord. Donc unité, au numérateur, on a la même unité. Au dénominateur, on a la même unité. Conclusion, état, le rendement, sera adimensionnel. Ça sera juste un chiffre. Particularité de ce chiffre, à chaque fois que vous ferez les calculs, vous tomberez sur un chiffre inférieur à 1. D'accord. Donc voilà, quoi. Ça veut dire que le rendement ne peut pas être supérieur à 1. Ensuite, le rendement, il se calcule à partir de l'énergie au départ. D'accord. Donc l'énergie, soit c'est E, donc E pour énergie, soit c'est W. Alors W vient du mot anglais work. D'accord. Alors l'énergie, par contre, elle a deux unités possibles. Soit on a le temps en secondes et l'énergie se mesure en joules. Si on a le temps en secondes, on a l'énergie qui se mesure en joules. Soit on a le temps en heures et là c'est en wattheures. Par exemple, les factures d'électricité, elles sont facturées en wattheures. Donc voilà. Ensuite, on va parler de la puissance. Alors pourquoi? Parce que généralement, le rendement, on peut le calculer avec l'énergie, mais la majorité des cas, on le calculera à partir de la puissance. Alors la puissance, c'est quoi? C'est juste l'énergie divisée par le temps. Donc, et quel que soit le temps, la puissance, ça sera toujours en watts. D'accord. Elle n'a qu'une seule et unique unité, la puissance, ça sera des watts. Alors ça sera peut-être des watts mécaniques, des watts électriques, des watts ce que vous voulez, mais ça sera toujours des watts. Alors les énergies, quels sont les types d'énergie? Il y en a énormément. On a l'énergie cinétique, donc la vitesse, une voiture qui roule, un objet qui se déplace, ainsi de suite. L'énergie potentielle, donc en hauteur, quand vous avez un rocher au-dessus de votre tête sur une maison, sur une colline, potentiellement il peut débouler, quoi. Donc il a de l'énergie potentielle. Alors mécanique, thermique, électrique. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est bien l'électrique, d'accord. Électrique et électromagnétique. Alors, tout ça, ça va être notre pain, quoi, entre guillemets. Ensuite, il existe plusieurs autres formes d'énergie, excusez-moi. Alors, la particularité de l'énergie, c'est que l'énergie, elle reste constante pour un système. Un système, quand on l'isole, quelles que soient les modifications des énergies qu'il va subir, l'énergie globale de ce système sera constante. Ça, c'est très important à comprendre. Donc il va y avoir des échanges d'énergie, des transformations d'énergie, mais sans plus. Mais la globalité sera toujours identique. D'accord. Donc on appelle ça la loi de conservation, quoi. D'accord. Donc on va passer à la page d'après. Là, vous le lirez, hein, c'est pas. Voilà, c'est. Donc on passe à la page d'après. Donc dans convertisseur d'énergie, un convertisseur c'est quoi? C'est une machine, hein. Généralement les hommes ils ont fabriqué des machines. Par exemple si on prend un moteur, donc il y aura l'énergie consommée du moteur, l'énergie utilisée du moteur, l'énergie utile, hein, et l'énergie non désirée, celles qui sont là alors qu'on ne les désire pas. Donc maintenant voilà le convertisseur, voilà l'énergie qui est consommée, c'est celle qui est en entrée. Et donc en sortie, qu'est-ce qu'on va avoir? L'énergie utile, ce qu'on va utiliser. Et puis tout ce on ne peut pas utiliser, c'est que voilà, c'est perdu entre guillemets. C'est alors perdu pas dans le sens disparaître, hein, c'est perdu pour nous quoi. C'est comme si vous aviez, je dis n'importe quoi, 100 euros dans votre poche en pièces de 2 et puis que vous en perdiez voilà 10. Voilà. Alors vous les avez perdus vous, mais il y a quelqu'un qui va les retrouver. D'accord. Donc voilà. Alors grosso modo, à chaque fois que vous avez un convertisseur, l'énergie consommée, c'est ce qui est en entrée, elle est égale à l'énergie utile, ce qu'on va utiliser, plus les énergies non utiles. Alors ici, on le mettra au pluriel parce que des fois, il y a plusieurs formes d'énergie non utile. Et l'énergie utile, il n'y en a qu'une. Hein. Par exemple, un moteur, ce qui nous intéresse, c'est l'énergie mécanique. Et en sortie, on aura de l'énergie thermique. En sortie, que dis-je? En perdu, on aura de l'énergie thermique par effet Joule, de l'énergie perdue par, euh, par courant de Foucault, enfin, énergie perdue par effet magnétique. On va y venir, d'accord. Donc le rendement état,
c'est quoi? Comme je vous ai dit, c'est toujours une fonction de transfert, c'est la sortie divisée par l'entrée. La sortie qu'on utilise divisée par l'entrée. Donc ici c'est E utile, donc c'est celle-là, divisé par E consommé. Voilà. Alors n'oubliez pas que E consommé, c'est rien d'autre que E utile plus E non utile. Donc c'est ça. Et ça sera inférieur à 1. Donc là, dans la majorité des cas, enfin généralement, le rendement, la définition du rendement, c'est celle-ci. Ensuite, on parle de rendement instantané. C'est celle qu'on va utiliser le plus, nous, ici. Donc le rendement instantané, on passe par la puissance, hein, tout simplement. Hein. Les puissances sont en watts. Alors ici, ça pouvait être des joules ou des wattheures, mais là, ça sera que des watts. Donc c'est exactement la même chose. Hein. Puissance utile divisée par la puissance consommée, tout simplement. On remplace l'énergie par les puissances. Et donc on retombe exactement sur le même modèle. D'accord? Alors petite particularité, ici le rendement sera toujours inférieur à 1. Mais dans certains cas, les auteurs ils donnent le rendement en pourcent. Alors quand c'est 1, ça correspond à 100%. Alors si vous avez un rendement de 0,6, 0,6 c'est inférieur à 1, ben les gens au lieu de dire un rendement de 0,6, ils disent un rendement de 60%. Mais attention, pour les calculs, c'est impératif de utiliser ce chiffre-là. D'accord? Celui qui est inférieur à 1. Si vous mettez 60 dans vos calculs, ça ne marchera pas. D'accord? Il faut vraiment mettre 0,6. Donc ici, un rendement de 32%, ça correspond à 0,32. Parce qu'on l'a ramené à 1. Alors 32%, vous reculez votre virgule, enfin vous avancez votre virgule de 2, vous mettez le 0 devant, point barre. D'accord? Des convertisseurs, les hommes en ont fabriqué une infinité. Nous, ce qu'on va étudier, on va étudier 3. Les convertisseurs électriques. Alors les convertisseurs électriques, le plus connu, c'est le transformateur électrique. On a les variateurs de fréquence pour les masses. Alors les masses, machines asynchrones, pour les moteurs. Quand on a un variateur de fréquence, on fait varier sa vitesse. Et puis les hacheurs, pour les MCC, moteurs à courant continu. Donc pareil, on fait varier les vitesses sur les moteurs à courant continu grâce à ces convertisseurs-là. Donc ça, c'est purement de l'électronique de puissance. Ensuite, on a les convertisseurs électromécaniques. Ça veut dire qu'il y a de l'électro et de la méca. Alors, ça va dépendre dans quel sens on est. Si c'est un moteur asynchrone, alors le moteur asynchrone, on en connaît deux types. On connaît les moteurs triphasés et les moteurs monophasés. On a aussi les machines synchrones. Alors, en moteur, bien évidemment, mais les machines synchrones, dans la grande majorité des cas, elles sont utilisées comme alternateurs. Donc, c'est elles qui fournissent l'énergie électrique sur les réseaux. D'accord? C'est ce qu'il y a chez EDF, quoi, dans les centrales nucléaires ou dans les centrales hydrauliques. D'accord? Ensuite, on a d'autres convertisseurs, les MCC, donc les moteurs à courant continu, eux aussi les génératrices. Alors, le vocabulaire, on a alternateur quand c'est de l'alternatif et génératrice quand c'est du courant continu. Et le dernier convertisseur, c'est les convertisseurs mécaniques. Hein. On rentre en mécanique, on ressort en mécanique. Par exemple, un réducteur. Un réducteur, c'est quoi? On rentre avec, je dis n'importe quoi, avec 1500 tours minute et on ressort avec 15. Donc on a réduit la vitesse. Bien évidemment, on n'a pas fait que ça. On a fait autre chose. On verra ça plus tard. Et puis vous avez les boîtes à vitesse. Hein. Boîte à vitesse, qu'est-ce qui se passe sur une voiture ou sur une moto? Vous enclenchez des vitesses. Donc c'est le moteur qui fait tourner la boîte à vitesse et la boîte à vitesse va faire tourner les roues. Donc en fonction du rapport, vous n'avez pas le même couple, vous n'avez pas les mêmes vitesses. Donc là on va étudier le transformateur. Donc un transformateur, c'est quoi? C'est de l'électricité qui rentre, enfin, de l'énergie électrique qui rentre ici au primaire et de l'énergie électrique qui va sortir au secondaire. Alors cette énergie, on va on va utiliser la puissance. Donc la puissance apparente, S. Donc on sait que, excusez-moi, on sait que la puissance apparente dans un primaire, c'est S1, qu'on va appeler S1, c'est U1 fois I1, la tension aux bornes du primaire et le courant qui va passer dedans. Donc voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a. Et en sortie, on aura de l'électricité, ça sera S aussi, donc de la puissance apparente. Donc ça sera S2 égale U2 fois I2. Donc U2, la tension du secondaire. Alors généralement, nous on utilise beaucoup les transformateurs pour abaisser les tensions quand on fait du câblage. D'accord? On passe du 400 au 24. D'accord? Alors le rendement c'est quoi? Je vous avais dit que c'était une fonction de transfert, c'est la sortie divisée par l'entrée, donc en termes de puissance. Donc ici on a les puissances apparentes. Donc c'est une puissance, ça sera S2 sur S1 ou bien P2 sur P1. Il y a certains auteurs mettent P2 sur P1, hein, mais sur les transpos c'est bien du S. Alors S2 sur S1, S2 c'est ce qu'il y a là,
et S1, c'est ce qui est en entrée. Mais si on regarde bien, on, on est rentré et on va perdre des choses. Qu'est-ce qu'on a perdu? Ben, on a perdu par effet Joule, ici. Effet Joule, c'est quoi? C'est le courant qui va passer dans les bobines au primaire et puis qui va ressortir au secondaire. Donc on aura perdu de l'énergie par effet Joule dans le primaire et dans le secondaire. D'accord? Donc voilà, on a perdu de l'énergie dans le primaire et aussi dans le secondaire. Donc cet effet Joule, il est dû à quoi? Ben, aux résistances de chaque bobine, hein, primaire et secondaire. Elles ne se touchent absolument pas, hein, c'est juste le circuit magnétique qui va induire une tension au secondaire. Elles ne se touchent absolument pas. Mais chaque bobine a une résistance, une inductance certes, mais une résistance. Et cette résistance fait qu'on perd par effet Joule. Ensuite, on a d'autres pertes. On a les pertes magnétiques. Alors, c'est dû à quoi? Ben, c'est dû au circuit magnétique que vous voyez là, d'accord? Et vous voyez là, c'est un petit peu grisé, mais en réalité, c'est feuilleté. Comme si je vous ai montré à l'atelier que le circuit magnétique des transformateurs est feuilleté. On verra pourquoi. Donc, on a des pertes magnétiques. Alors, perte magnétique ou perte fer, hein, c'est le même nom, c'est la même chose, hein. Alors, ces pertes magnétiques, pareil, elles se séparent en deux. Alors, on a les pertes par courant de Foucault. Ça, c'est dû au type de matériau qu'on va utiliser. Non, excusez-moi, c'est dû à la manière dont on va utiliser, au type de matériau, certes, et surtout à la façon dont on va l'agencer. Est-ce qu'on aura un matériau plein ou un matériau feuilleté, comme on va voir. Et puis les pertes par hystérésis. D'accord. Donc ça, pour vous, c'est nouveau. Je vais vous en parler pour avoir de la culture générale, sans plus. D'accord. Donc on va voir ça tout de suite dans 5 minutes. D'accord. Alors, conclusion. Ici, on a notre S1, c'est notre entrée. Ça, c'est sorti. Et ça, c'est ce qu'on a perdu. Donc ça plus ça, c'est égal à ça. Donc on peut écrire. Donc je disais qu'on pouvait écrire, voilà, là. Donc S2, c'est celui-là. Ah, là, j'ai mis S2, mais S1, c'est quoi? Ben, c'est bien S2 plus ça. Alors ça, c'est la somme des pertes. Alors la somme des pertes, voilà comment on le note. Alors, sigma, c'est une lettre grecque, on va la voir, des pertes. Donc cette lettre grecque, là voilà, voilà, c'est la lettre majuscule sigma. Alors sigma, donc c'est le S, ça correspond à l'alphabet latin, ça correspond à S. Alors on a noté sigma pour somme, tout simplement. Donc ici tout à l'heure c'était état pour efficacité. On verra que le oméga, tout à l'heure, on a ce oméga là, donc pour excusez-moi, la vitesse angulaire, tout à l'heure, je vous en parle tout de suite là. La vitesse angulaire c'est oméga, ou bien on peut la noter oméga comme ça. Donc ça c'est la lettre minuscule, et ça c'est la lettre majuscule. Donc je vais vous parler des courants de Foucault et des pertes par courant de Foucault, ou pertes, ou ça dépend ce qu'on veut, et puis de ce que c'est que l'hystérésis. D'accord? Alors voilà, on a notre transformateur, hein. Là c'est le transformateur basique, hein, transformateur simple, hein. On a notre primaire ici, notre secondaire là. Et là, on a notre circuit magnétique. Dans la réalité, beaucoup de transformateurs, c'est des transformateurs triphasés. Donc on met la bobine 1, bobine 2, bobine 3, et on les enlace. Donc bobine primaire et bobine secondaire, elles sont au même endroit, mais elles ne se touchent pas. Enfin, électriquement, elles ne se touchent pas. Donc on appelle ça le noyau, et la culasse, excusez-moi, le noyau. Donc voilà, là où on met les bobines. Ça, c'est le noyau. Et par-dessus, c'est la culasse. D'accord? La culasse. Alors, la culasse, des fois, elle est mobile, hein. Il faut bien fermer. Donc là, la culasse ici, elle est fermée. Donc, on voit bien. Et là, elle est ouverte. Alors, le fait que ça soit ouvert, sur les transformateurs, jamais ça sera ouvert. Mais on appelle ça, cet espace-là entre les deux, un entrefer. Donc, dans les moteurs, on aura cet entrefer. Et cet entrefer-là fait qu'on perd énormément d'énergie. Donc, voilà. Donc, le but, c'est que cet entrefer, dans les moteurs, soit le plus petit possible. Or, dans les transformateurs, il n'y a pas d'entrefer. On peut les boucler. Alors, pour les courants de Foucault, c'est quoi? Donc, si je prends ça là, et que je le coupe ici, et que je fais une coupe, alors, soit j'ai de la matière pleine, et à ce moment, les courants de Foucault sont dus à quoi? Le courant alternatif, il va arriver au primaire. Il va créer un champ magnétique, et ce champ magnétique va être canalisé là-dedans. Si la matière est pleine,
eh ben, les courants de Foucault vont prendre leur aise, hein, c'est-à-dire qu'il va y en avoir énormément. Et donc là, on va perdre beaucoup d'énergie par courant de Foucault. Donc le but ici, pour les transformateurs, c'est de- alors, pour mieux régner, il faut diviser. Donc on met des lamelles, on coupe en lamelles. Donc au lieu de faire un barreau plein, on fait un barreau qui est complètement en lamelles. Donc là, vous avez un exemple ici, je vous l'agrandis. Voilà, un transformateur, on voit bien ici, on voit bien que c'est avec des lamelles. Donc ça va être ça fait partie du circuit magnétique. Ils l'ont coupé en lamelles. Alors les courants de Foucault et le phénomène par hystérésis sont intimement liés. Ça va dépendre, ici, les courants de Foucault vont dépendre si on a comment on appelle ça, si on a une portion pleine, ou bien si elle est complètement divisée, mais aussi ça va dépendre de la nature de, du matériau. Alors la nature du matériau, on appelle ça les cycles par hystérésis. Alors les matériaux, c'est quoi un cycle par hystérésis? Voilà, je vous en montre un. Ici, par exemple, si on prend un exemple simple, hein, si on prend un clou qui n'est pas aimanté et qu'on décide de l'aimanter, tout le monde a fait cette expérience, on prend un aimant, on prend le clou et on le frotte toujours dans le même sens, d'accord? Donc voilà le clou. Donc imaginez que comment on appelle ça, le pointeur de la souris, ça soit un aimant. Ce clou-là, au départ, il est non aimanté, hein, c'est un bout de ferraille, tout simple. Si je prends mon aimant et que je frotte dans ce sens-là, toujours dans le même sens, c'est-à-dire je m'éloigne et je fais ça, comme ça, d'accord? Et bien à ce moment-là, mon clou va s'aimanter. Donc tout le monde a fait cette expérience. Attention, si vous frottez dans ce sens-là et vous frottez dans l'autre sens, vous annulez un petit peu, mais il restera un petit peu d'aimantation. On appelle ça l'aimantation coercitive. Donc il faut toujours frotter dans ce sens-là. D'accord? Alors là, je le fais avec un aimant, mais ça peut être avec un électroaimant, avec une bobine, tout simplement. Donc voilà ce que c'est qu'un cycle d'hystérésis. Au départ, le clou, il est là, il n'est pas aimanté. Donc en le frottant, ben, ça monte, je vais dans un sens, et ensuite il revient. Donc on le frotte, voilà, ça fait ça. Et quand on arrête de frotter, il revient pas à son état initial. Soit il sera ici, soit il sera là, d'accord? Ça dépend comment on a frotté, mais on s'en fout. Le but c'est qu'à un moment donné, on ait cette aimantation coercitive. Cette aimantation coercitive sera d'autant plus importante en fonction de la nature des matériaux. Donc, des cycles par hystérésis, grosso modo, on en a deux types. Excusez-moi. Soit on a des matériaux qui ont des cycles d'hystérésis très fins, vous voyez, très fins. Soit on a des matériaux qui ont des cycles d'hystérésis qui sont énormes, quoi. D'accord? Donc ça dépend de la nature des matériaux. Donc nous, dans le transformateur, il est bien évidemment qu'on va choisir un matériau de ce type-là. On est d'accord, hein? Ce qu'on veut, c'est perdre le moins possible. Et ensuite, pour éviter les courants de Foucault, on va le feuilleter. Donc on va choisir un matériau dont le cycle d'hystérésis est très fin et le feuilleter pour éviter les courants de Foucault, enfin pour minimiser les courants de Foucault. Nous, dans le transformateur. Dans certains cas, au contraire, on va prendre ça et on va se mettre en plein. Alors, dans quel cas? Là, je vous ai mis deux images. Ça, c'est le ralentisseur d'un TGV. Donc là, vous avez un disque plein. Et là, vous voyez, les bobines, elles sont là. D'accord? Les bobines qui vont créer le champ magnétique. Et là, on a des disques pleins. Alors, on appelle ça des freins, mais c'est plutôt des ralentisseurs. Sur les camions, qu'on appelle ça, sur les bus, sur les gros camping-cars, on a la même chose ici. Donc, ils appellent ça généralement le TELMA, mais ce sont des ralentisseurs. D'accord? Alors comment que ça fonctionne? Donc ici, on crée un champ magnétique. Alors ici, nord-sud, c'est une bobine, hein, ce sont les bobines qui sont là. On va alimenter les bobines, comme ici, là. Et cette bobine va créer un champ magnétique. Le disque, il va tourner. Normalement, le disque, qui tourne, c'est ça. Hein, c'est le disque qui sont là, là. Là, il y en a un, 2, 3, 4. Et là, on a les roues comment on appelle ça, du train. Hein. Donc là, c'est pareil, on a l'arbre moteur. Et là, on a notre disque. Donc, ça tourne. Si on met en marche la bobine qui est bien évidemment liée à ce nord-sud, là, enfin, à ce circuit magnétique, eh ben, on va générer des courants de Foucault. Et à ce moment-là, on va surtout pas feuilleter, on va prendre de la masse cette fois-ci. On veut des courants de Foucault. Et à ce moment-là, ben, ça va générer un freinage.
d'accord? Un ralentissement plutôt, d'accord? Voilà. Donc en résumé, dans le cas où on veut du freinage, on prend de la masse entière et on va prendre ça. Tandis que nous, pour un transformateur, on va prendre un matériau, on appelle ça du fer doux, généralement. Alors le fer doux, c'est quoi? C'est un fer avec du silicium, si mes souvenirs sont bons, à l'intérieur. Et des fois, il est orienté. On ne va pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, on va prendre un matériau dont le cycle d'hystérésis est très fin, le plus fin possible. Et surtout, on va le feuilleter, le circuit magnétique. Donc voilà pour l'explication pour les courants de Foucault et puis les pertes par hystérésis. Donc voilà. Alors maintenant, on va s'intéresser au moteur. Qu'est-ce qui rentre dans un moteur? Eh bien, un moteur, on l'alimente en courant alternatif. Enfin, excusez-moi, en énergie électrique. Alors, si c'est du courant alternatif monophasé ou biphasé, c'est-à-dire deux fils, à ce moment-là, on aura un moteur monophasé ou biphasé. C'est soit deux fils. L'important, c'est que c'est deux fils. Alors, comment on sait que c'est deux fils? Parce qu'il n'y a pas le racine carrée de 3. Et comment on sait que c'est du courant alternatif? Parce qu'il y a le cosinus phi. On est d'accord? En alternatif, on est obligé de mettre le cosinus phi. Je sais que c'est de l'alternatif parce qu'il y a du cosinus phi. Et je sais que c'est du deux fils, monophasé ou biphasé, parce qu'il n'y a pas de racine carrée de 3. Maintenant, ça peut être un moteur triphasé. Donc le moteur triphasé, je sais que c'est de l'alternatif parce qu'il y a le cosinus phi, sinus phi, hein. Non, pour la puissance, c'est bien le cosinus phi d'après le triangle des puissances, d'accord? Et je sais que c'est du triphasé parce qu'il y a le racine carrée de 3. Et bien évidemment, le moteur à courant continu, c'est le plus simple, P est égal à I. Donc on sait que c'est du excusez-moi, on sait que c'est du courant continu parce qu'il n'y a pas de cosinus phi, tout simplement, hein. Voilà. Et la sortie, qu'est-ce qu'il y a? Alors, la sortie, on va avoir une puissance mécanique. Alors la puissance mécanique, les physiciens, P mécanique, c'est égal à AM, le moment du couple de force qu'on a en bout d'arbre, d'accord, ici, là. Donc ça va tourner. Il y en a même certains élèves qui ont mis la main pour essayer de l'arrêter, une fois. Et ils se sont aperçus qu'un petit moteur d'1,5 kg, ça pouvait les embarquer. Et puis oméga, ici, oméga, c'est la vitesse de rotation angulaire. Elle est donnée ici en tours par seconde. On utilise oméga, la lettre grecque dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors ça, c'est la notation des physiciens. Donc M, le moment du couple de force. Les mécaniciens, ils ne se cassent pas la tête, hein. Eux, ils disent, au lieu de moment de couple de force, ils parlent de couple, hein. Couple en newton-mètre. Quand ils veulent visser une vis au couple, ils prennent une clé dynamométrique et ils disent il faut un couple de 20 newton-mètres et ils vissent leur vis avec cette clé dynamométrique et que c'est fait exprès. Et puis une autre notation, donc on la trouve dans certains bouquins. Et puis il y en a d'autres, hein. Moi je vous en ai mis trois, je sais qu'il y en a d'autres, hein. Donc M, C et T, c'est la même chose. C'est juste les lettres qui changent. Oméga, ils n'ont pas changé, ils se sont mis tous d'accord là-dessus. Et là, ils ont changé, tout simplement. Mais attention, le moment, le couple ou le torx, T pour torx, excusez-moi, ça vient de l'anglais, tout ça c'est en newton-mètre. On l'avait vu ici, enfin vous l'avez là, hein. Donc le PM, la puissance mécanique, est égale à le couple en newton-mètre fois oméga. Et là, je vous avais dit, on note TMC, d'accord? Alors, le couple, c'est en newton-mètre, N, grand N pour newton et point petit m pour mètre. Et oméga, c'est la vitesse de rotation angulaire. Alors, beaucoup, beaucoup de gens disent vitesse du moteur, mais en réalité, c'est la vitesse angulaire, d'accord? Donc voilà. Donc ici, on a bien l'énergie qui rentre, l'énergie électrique. Alors là, je vous ai mis les trois moteurs différents, enfin les trois types de moteurs. Et là, quels que soient les trois types de moteurs, ce qui nous intéresse, c'est la puissance mécanique. Et tout ça, c'est la même chose, d'accord? Par contre, qu'est-ce qu'on perd? Il y a des bobines au stator ou rotor, enfin, hein, on va perdre par effet Joule. Donc moi, ce que je vais faire copier, hop là, excusez-moi, je copie et je sais que j'ai des pertes par effet Joule. Donc dans le stator ou dans le rotor, ça dépend s'il est bobiné ou pas. Mais en tout cas, on aura des pertes, d'accord, par effet Joule. Et on a aussi des pertes par perte fer, d'accord. Les voilà. Alors je fais ça. Donc dans un moteur, on a des pertes Joule et pertes magnétiques, comme dans un transformateur, d'accord? Mais par contre, on a d'autres pertes qui viennent se rajouter, contrairement au transformateur. Un transformateur, c'est statique, il n'y a rien qui bouge, hein, on est d'accord? Là, il faut bien que le rotor bouge. Alors pour que le rotor bouge, il faut qu'il y ait un espace entre le stator et le rotor.
Donc tout simplement pour vous expliquer, sur un transformateur, la culasse ici, elle est collée, il n'y a pas d'espace ici. Ben, sur un moteur, imaginons que ça c'est le stator et ça c'est le rotor. Ben, il faut bien un espace entre les deux, sinon ça ne tourne pas quoi. Donc cet espace-là, il va coûter cher entre guillemets en énergie. On va perdre beaucoup d'énergie à cause de cet espace-là. Mais si on l'a pas, ça ne tourne pas. D'accord? Donc voilà les pertes mécaniques. Alors ces pertes mécaniques, elles sont dues à quoi? Bah, au fait que le moteur tourne, donc il y a des roulements, il va y avoir des frottements, et ainsi de suite. Et il y a aussi le ventilateur qui est derrière. Il y a un ventilateur ici, il est toujours derrière un cache. Alors ce ventilateur, il faut le tourner, quoi. Je veux dire, on brasse de l'air, l'air, ça a une certaine densité, hein. Grâce à l'air, il y a des avions qui décollent, hein, enfin qui, donc voilà quoi. On ne peut pas dire que l'air, brasser de l'air, ça coûte pas cher. Si, si, ça coûte cher. Donc on va perdre un petit peu de puissance due au ventilateur. Attention, le ventilateur, il a son importance, c'est pour refroidir le moteur. Donc là, si on calcule, si on calcule le rendement fonction de transfert, c'est la sortie divisée par l'entrée. Donc la sortie divisée par l'entrée, il y a deux manières de le faire, hein. Là, vous avez état égale sortie, PS sur PE. Sortie divisée par entrée. S pour ce S-là et E pour ce là. Ensuite, on a PU sur PC, PU sur PC. Les indices ici, c'est bien la sortie divisée par l'entrée. Vous pouvez les mélanger, mais en tout cas, au-dessus, il faudra toujours mettre la sortie divisée par l'entrée. Alors ici, qu'est-ce qui sort ici? Si on regarde bien, la puissance utilisée, ben, c'est une puissance dans un moteur, c'est la puissance mécanique. Donc notre rendement, ça sera notre puissance mécanique est en sortie. Mais qu'est-ce qui est rentré? Ben, de la puissance absorbée ou active. D'accord? Donc dans le triangle des puissances, donc je vous l'ai mis là, dans le triangle de puissance, PA, ben, c'est celui-là. D'accord? Donc là on a PA, puissance active. Là c'est Q, c'est la puissance réactive. Et là c'est SA, la puissance apparente. Donc les indices, ils sont là pour nous indiquer. Alors ici on voit bien S, c'est toujours l'hypoténuse. Donc ça on ne va pas y revenir dessus. Donc comme tout à l'heure, donc pour un moteur, on a bien notre puissance mécanique de sortie divisé par PM, donc voilà, plus les pertes, somme des pertes, donc sigma des pertes. Donc voilà, maintenant on va attaquer alors soit les alternateurs, soit les génératrices. Donc génératrices en courant continu. Donc ici, là, je vous ai mis un groupe électrogène. On a un moteur thermique qui est essence ou diesel, on s'en fout. Et là, vous avez votre génératrice. Donc la génératrice, c'est rien d'autre que... On va l'entraîner, on va lui envoyer de la puissance mécanique. La puissance mécanique, elle est où? Ben, elle est là. Donc je ne vais pas me fatiguer. Je vais faire ça. Je vais récupérer ça et le mettre ici. Donc, ce qui rentre dans une génératrice, c'est la puissance mécanique. Alors ici, avec un moteur, ça peut être une centrale hydraulique, ainsi de suite. D'accord? On va faire tourner quelque chose, et puis en bout de cette pale ou quoi que ce soit, on aura notre génératrice. Donc, par contre, en puissance de sortie, bah, regardez bien, c'est ce qui rentre dans le moteur. D'accord? Donc voilà, je le mets là. Donc là, je le réduis pour le faire entrer, voilà. Donc on voit bien que bah, c'est plutôt l'inverse, quoi. Donc là, ça peut être apporté par un moteur, par un fleuve ou ce que vous voulez. Et là, ce qu'on va sortir, ça va dépendre. Donc là, ça sera une génératrice à courant alternatif monophasé. Là, c'est excusez-moi, un alternateur monophasé. C'est ce qu'il y a dans les, comment on appelle ça, dans les marchés, par exemple. Les vendeurs de pizza ou quoi que ce soit, ils ont des petits groupes électrogènes. Là, c'est du triphasé, d'accord? Racine carrée de 3, c'est du triphasé. Cosinus phi, ça veut dire que c'est de l'alternatif. Et là, ben, on a juste une génératrice tout con, d'accord, de base, courant continu. Donc là, alternateur et la génératrice. Alors, pour les pertes, c'est exactement les mêmes, hein. Voilà, c'était déjà là, hein, on ne va pas se casser la tête, hein, c'est la même chose. Alors maintenant, pour le rendement, cette fois-ci, si on écrit, on a le rendement. Alors, excusez-moi. Donc ça sera toujours la même chose. D'accord? On aura toujours la puissance de sortie divisée par la puissance d'entrée. Vous allez me dire, ah bah c'est bon, ça va être écrit de la même manière. Pas du tout. Regardez bien, cette fois-ci, on a le rendement est égal à PA sur PM, tandis que là, c'était PM sur PA. C'est l'inverse. C'est tout inversé. Ça, c'est ici, et ça, c'est là. Donc on a bien inversé. C'est-à-dire que la sortie du moteur, ça correspond à l'entrée, et vice-versa. Donc on n'a pas la même utilité. Donc PA sur PM.
PA, la puissance de sortie active, puissance active, et PM, la puissance d'entrée mécanique. Donc tout ça, ben, on peut l'écrire comme ça aussi. Donc PA, la puissance de sortie active, donc d'après comment on appelle ça, le triangle des puissances, ben c'est ça qui va sortir, on est d'accord. Et puis PA plus la somme des pertes, ben la somme des pertes c'est ça, d'accord. Voilà. Donc pour rappel, sur une plaque signalétique d'un moteur, la puissance qui est donnée, c'est toujours la puissance mécanique. Donc dans une plaque signalétique, ici, la puissance, c'est toujours la puissance mécanique. Donc ici, c'est toujours la puissance mécanique. Et si on vous donne le rendement, d'accord, ben vous savez que c'est PM sur PA. Donc si vous voulez, ça c'est connu, la puissance mécanique, on vous a donné le rendement. Maintenant, si vous voulez PA, PA, on le passe de l'autre côté, ça nous fait, alors je détaille un petit peu le calcul, hein, c'est multiplié, excusez-moi, c'est multiplié ici. Multiplié par PA, ça c'est égal à PM, et donc PA est égal à PM sur rendement. Et comme la puissance PA, c'est celle qui est rentrée, d'accord, donc elle sera plus grande. Donc quand vous divisez par quelque chose d'inférieur à 1, vous obtenez quelque chose de plus grand que ce qu'il y a au numérateur. Voilà, c'était juste pour le rappel. Bah écoutez, je vous remercie et puis je vais vous donner des exercices qui vont correspondre à ce cours-là. Allez, à plus.